Espace TV. Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue au 19h45 sur Espace TV. Au sommaire de cette édition, les fonds de promotion et de développement minier devient désormais le Fonds des investissements miniers, un changement de nom annoncé par décret ce lundi. Mais pour l'ancien directeur général de la CBG, le changement de nom doit plutôt être suivi de moyens pour son meilleur fonctionnement. Les victimes de déguerpissement à Cap-Orail, Kipé2 et Dimes seront dédommagées par IMAG Holding, une entreprise ivoirienne. Elle propose 50 milliards de francs guinéens, dont 40 millions par famille, mais les victimes réclament plus. Bienvenue à tous au 19h45. Par un décret pris par le chef de l'État le lundi soir, le Fonds des promotions et de développement minier a changé de nom pour devenir Fonds des investissements miniers. Pour Kemoko Touré, ancien directeur général de la CBG, le changement de nom des structures n'a pas assez de sens. L'essentiel est qu'elles soient indépendantes et dotées de moyens de leur politique. Djibril Ba. Le changement de dénomination de l'organe qui est chargé de collecter et de gérer les fonds issus du secteur minier en Guinée n'est pas un grand événement pour Kemoko Touré, ancien directeur général de la CBG. Il s'interroge plutôt sur son efficacité et son impact sur le quotidien des Guinéens. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce que cette structure fera, qu'il soit différent de ce que faisait la structure précédente et qu'il soit surtout plus utile pour la Guinée et les Guinéens. Dans un passé récent, plusieurs organes de gestion et de contrôle minier ont été créés, mais leur impact sur le terrain laisse toujours à désirer, fait remarquer Kemoko Touré. Selon le code minier guinéen, concernant la taxe sur les chiffres d'affaires des entreprises minières, chaque société doit verser à l'État 0,5%, mais ces fonds sont souvent mal gérés, déplore-t-il. J'ai dirigé une entreprise minière. Cette entreprise minière aussi allouait des fonds à des structures d'État, mais ces fonds n'étaient pas toujours utilisés dans le sens qu'il fallait. Et c'est ce qui m'avait amené d'ailleurs à en soustraire une partie pour des actions de développement pour les jeunes et les populations locales. Pour éviter une mauvaise gestion des fonds qui sont alloués à ces structures, Kemoko Touré souhaite que ces dernières soient dirigées par des personnes crédibles et qui aspirent à un avenir harmonieux pour tous les Guinéens. Sur la base d'un conseil d'administration composé de personnes irréprochables, répartirait ces fonds au bénéfice au niveau national. De nos jours, plus de 13 millions de tonnes de bauxite sont exportées par an. Cette augmentation de la production bauxitique enregistre des milliers d'emplois directs et indirects. Donc, cette volonté des nouvelles autorités de contrôler le secteur minier pourrait le redynamiser. Un secteur qui a permis à l'économie guinéenne de résister à la crise sanitaire due au Covid-19. Autre fait de l'actualité, Seydou Ba, Sako ne terminera pas son mandat à la tête de la mairie de Matam. La faute à celui qui avait écourté le séjour d'Alpha Condé à Sékou Touréa. Seule différence, l'ancien maire est soupçonné de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité. Que dit la loi? Est-ce que les procédures ont été respectées? Mamadou Sadio Baldé a pris l'avis d'un juriste constitutionnaliste. Suivez. Il n'est pas encore établi par une juridiction qu'effectivement il est en faute. Alors si tel n'est pas le cas, sur la base des soupçons, pour rien au monde, une autorité exécutive peut révoquer un maire de ses fonctions. Pourtant, c'est pour éviter l'excès du pouvoir de l'exécutif sur les administrateurs locaux qu'une réforme avait exigé que désormais il faut une procédure juridique pour révoquer un maire. L'autorité décentralisée a commis des bavures, a commis des fautes, a commis des manquements. Quand cette autorité établit effectivement que l'autorité décentralisée est en porte-à-faux avec ses obligations, en ce moment, sur la base de ce jugement d'une juridiction de la place, l'exécutif peut prendre une décision de révocation. Si le maire ne se reproche de rien dans sa gestion, il peut engager une procédure pour être rétabli. C'est-à-dire, si vous prenez l'acte de révocation, au point de vue forme et fond, il y a des problèmes. Maintenant, est-ce que celui qui est la victime va vouloir se mettre dans la logique d'exercer les voies de recours qui sont à sa disposition? Point d'interrogation. Le maire révoqué, automatiquement,
C'est le premier vice-maire qui doit terminer le mandat, ce conformément aux lois en vigueur. À rappeler que selon le code des collectivités, les membres de l'exécutif d'une commune peuvent être suspendus par arrêté du ministre en charge des communes lorsque leur négligence à accomplir leurs fonctions a été dûment constatée. La durée de la suspension ne peut excéder 3 mois. Le même code précise que les membres de l'exécutif communal coupables de manquements graves à leurs obligations après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés peuvent être révoqués par décret sur proposition du ministre en charge des collectivités locales. Et je vous l'annonçais à l'entame, c'était en un moment impossible, voire surréaliste, même d'y penser. Les victimes de Caporail, Kipé2 et Dimes vont être dédommagées. L'entreprise ivoirienne Imag Holding a déjà proposé 50 milliards de francs guinéens, soit 40 millions de francs guinéens par famille. Une offre refusée par les victimes qui réclament plus. Les négociations sont en cours et elles disent être ouvertes au dialogue. Alseni Bari et Ibrahim Deko Souma ont rencontré le porte-parole du collectif des victimes de Caporail, Kipé2 et Dimes. Suivez. Les victimes de déguerpissement de Caporail sont peut-être les plus heureuses du coup d'État contre Alpha Condé. Déguerpis le 25 février 2019 sans préavis, les victimes de Caporail, Kipé2 et Dimes peuvent enfin souffler. Les négociations ont été entamées entre le collectif des victimes, l'État et les représentants de la société Imag Holding, cette société ivoirienne qui a obtenu le marché pour aménager la zone. La dernière offre écrite qui nous a été envoyée, qui a été donc envoyée à notre avocat, évoque un montant de 50 milliards de francs guinéens qui pourrait être mis à la disposition des victimes. Mais on n'arrive pas encore à s'entendre parce que d'abord le montant est dérisoire. Si vous le divisez entre 1200 et quelques familles, chaque famille n'aura que 40 millions. Ces victimes fustigent également le mode de paiement qui est de 2 ans 6 mois, soit 5 milliards de francs guinéens par trimestre en fonction des recettes issues des baux effectués. On n'est pas du tout d'accord. D'abord, le montant, comme je l'ai dit, est dérisoire et personne ne sait qu'est-ce qui peut se passer pendant cette période-là. Qui sera à la tête du pays? Ce sont des étrangers, il faut le reconnaître. Imag Holding, en cas de problème, ils peuvent tout naturellement disparaître du pays et nous, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Mais elles se disent toutefois ouvertes au dialogue, un dialogue franc et sincère. Nous sommes ouverts à des compromis, mais ce que nous n'accepterons pas, c'est qu'on nous roule dans la farine, comme on l'a fait avec les gens de Dar es Salaam. Nous réclamons à la fois nos terres, mais également qu'on nous restitue de l'argent pour reconstruire nos maisons. D'ailleurs, nous, on ne veut même pas de l'argent. Si c'était vraiment de façon normale, nous, on préfère qu'on construise des maisons et qu'on nous donne les clés pour qu'on rentre dedans. Les négociations vont donc se poursuivre. Notons simplement que la convention qui liait l'État guinéen au groupe 3GB avec Guicopress, Guiter et Bejec stipulait que ces 3 sociétés devraient contribuer à 50% pour le dédommagement des victimes, avant que le régime Condé ne fasse volte-face. C'est un reportage d'Alseni Bari. En début du mois de janvier, la Guinée avait enregistré plus de 1000 cas d'hospitalisation de Covid-19, une flambée liée au variant Omicron qui continue à faire des cas dans certains États à travers le monde. Ces derniers temps, la Guinée connaît progressivement la baisse du taux de positivité de la maladie à Covid-19. Mais attention, ce taux de positivité est le résultat du taux de fréquentation des candidats au dépistage. La situation interpelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui invite les citoyens à se faire dépister pour pouvoir retirer du public les personnes touchées par la Covid. Ali Badara Kamara, Ibrahim Souri Kamara, reportage. 0,6%, c'est le taux de positivité de la Covid-19 en Guinée, remarqué depuis une semaine. Certes, ce taux de positivité de la maladie virale est en baisse, mais il reste cependant le résultat du taux de fréquentation des candidats au test de dépistage Covid. Dans toute la Guinée, ce lundi, seulement 171 personnes se sont fait dépister. Il y a 3 jours, 29 personnes seulement sur l'ensemble du pays se sont fait tester, parmi lesquelles aussi une personne, n'est-ce pas, s'est révélée positive à la Covid-19, donnant un taux de positivité de 3,4%. C'est ce que je disais tantôt, qu'actuellement le taux il oscille entre 0,5 à 3 ou 4%,
Ce qui n'est pas vraiment en tant que tel un chiffre reluisant parce que, encore une fois, il est proportionnel au faible taux de dépistage. Couper la chaîne de transmission de la maladie à Covid-19 pour contrôler la maladie passe nécessairement par le dépistage et l'application des mesures barrières dans le pays. L'Agence nationale de sécurité sanitaire donne des précisions. C'est seulement le dépistage, donc la stratégie du dépistage qui nous permet, n'est-ce pas, de savoir qui porte la maladie, qui ne la porte pas. Sur les 87 patients suivis dans les 19 centres de traitement épidémiologique, 64 sont asymptomatiques. Un autre facteur difficile à gérer si le porteur n'est pas dépisté à temps. Les 87 cas confirmés qui sont hospitalisés dans les CTP, il y a 65 qui sont asymptomatiques. Pourquoi ces 65 asymptomatiques sont hospitalisés au CTP? C'est parce que c'est des patients qui ont des comorbidités. Pour limiter la contamination communautaire et contrôler la maladie en Guinée, l'Agence nationale de sécurité sanitaire invite les citoyens à se faire dépister en vue d'extirper du public les porteurs du virus. Direction l'intérieur du pays pour dire que tant que l'école guinéenne ne change pas, il ne restera plus à Conakry sous la climatisation. En tout cas, c'est ce qu'a confié Guillaume Awing à nos envoyés spéciaux. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire est toujours en tournée dans les écoles du pays. Il a bouclé l'étape de la Haute-Guinée avant d'arriver hier à Zérékoré. C'est en Guinée forestière. Suivez le résumé de son séjour en Haute-Guinée avec Justin Leno et Djibril Kabak Kamara. Tournée du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à l'intérieur du pays, étape Haute-Guinée. Après la ville de Kankan, comme vous l'avez compris il y a quelques jours, nous allons à Madiana où nous avons découvert dans la Diaran la fameuse école à Hangar. Guillaume Awing décide d'évaluer des élèves qui y étudient pour s'assurer s'il s'agit vraiment d'une école. Il y a combien de voyelles? On n'avait pas fait ça. De là, direction Sigiri, et c'est au lycée Kankou Moussa, le plus ancien établissement de la préfecture, construit en 1962 et rénové une seule fois depuis sa création. Et ça fait que depuis 5 ans, 6 ans maintenant, malheureusement l'école jusqu'à présent est dans cet état-là, elle n'est pas achevée. Quelques écoles visitées à Madiana, nous partons à Kérouané où la délégation a croisé Moussou Guémou. C'est ici où il faut être fort pour supporter la chaleur que l'enseignante titulaire y travaille. Moussou Guémou, originaire des Zérékoré en Guinée forestière, vit dans ces conditions précaires depuis 14 ans de cela. Le ministre n'est pas au bout des surprises pour l'étape de la Haute-Guinée. Il a décidé de clore sa tournée à l'école primaire de Nouni. Ici, ces groupes d'élèves composés des tout-petits étudient à même le sol. Raison avancée par les encadreurs, le manque de table-banc. Pourtant, le bureau de l'association des parents d'élèves et amis de l'école APAE a avoué devant Guillaume Awing qu'il a bien des sommes encaissées. Alors, que se passe-t-il avec cet argent collecté? Pas de réponse rassurante. Le ministre, cette fois-ci, décide de suspendre le directeur de l'école. Même si tu as une pierre à la place du cœur, tu ne peux pas résister à cela. Des enfants guinéens, des fils guinéens, des tout petits, ils passent tout le temps, certains d'ailleurs sous le soleil. J'avoue très honnêtement que ça déchire le cœur. Choqué, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Guillaume Awing, continue sa mission en passant par Beila pour un autre marathon en Guinée forestière, la dernière étape, avant de regagner Conakry. Retour à Conakry, les acteurs évoluant dans la filière bois dans la commune de Matoto ont désormais une représentation syndicale. Les membres de ce bureau syndical ont été installés ce mardi au cours d'une cérémonie organisée à cet effet. Un conclave rehaussé par de la présence d'une délégation de la CNTG, Idrissa Bari et Amar Alexila pour nous en dire plus. Depuis juin 2021, la coupe du bois est interdite sur tout le territoire guinéen. Une décision qui a fortement impacté les activités des agents évoluant dans la filière bois. Pour atténuer cette souffrance, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a pris un acte en janvier dernier pour autoriser le transport des stocks
vers Conakry pour la consommation locale. Parce qu'on est en train de fatiguer les derniers consommateurs. Nous, par exemple, nous n'avons pas assez de problèmes. Parce que quand il y a cette à 200 000, c'est les 200 000 qui vont faire ses premiers pour ajouter encore un intérêt. Alors si aujourd'hui, tout ce monde-là se regroupe, c'est parce que tout le monde a vu le problème et on soutient le syndicat et nous allons y parvenir. Afin de mieux protéger les acteurs de la filière, un bureau syndical communal vient d'être installé dans la commune de Matoto. Composé de 17 membres, ce bureau syndical dirigé par Ibrahim Khalil Kondé se fixe pour mission de défendre les intérêts de l'ensemble des acteurs évoluant dans la filière, ceux de la coupe à la consommation, en passant par les transporteurs et les vendeurs de bois. On veut limiter tout ça maintenant là. Pour limiter ça, il faut qu'on se donne la main. Nous, les acteurs de bois, les vendeurs et à la source, les gens qui coupent, si on se donne la main, on va couper la sienne. C'est par confiance qu'on m'a confié ces postes-là. Et je m'engage à 100%. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, je ferai tout mon possible pour soulager mes amis. La validation et l'installation de ce bureau a été présidée par le coordinateur national des acteurs de la filière bois au compte de la CNTG. Il invite l'ensemble des acteurs à avancer ensemble dans l'unité d'action. C'est les acteurs qui vont se faire marcher le bureau. Qu'elles ne devraient pas négliger le bureau. C'est le bureau qui est leur travailleur. Un responsable du syndicat, c'est un travailleur. Dans son plan d'action annuel, le bureau compte s'investir dans la lutte contre les tracasseries routières dont sont souvent victimes les transporteurs de madriers de bois, prévient le secrétaire syndical. Un reportage de Idrissa Bari, audiovisuel en Guinée. C'est le premier essai du journaliste Jacques Lewaleno. À travers son ouvrage, il place le diagnostic du secteur des médias sur la base de ses observations et expériences professionnelles du secteur. Mariam Fodé Camara et Yacoba Traoré l'ont rencontré ce matin pour parler de son œuvre. Suivez leur compte-rendu. Après une dizaine d'années d'expérience dans le métier de journaliste, Jacques Lewaleno s'essaie en écriture. Son ouvrage à l'audiovisuel en Guinée est une analyse sur la pratique de la profession en Guinée. Il parle de son expérience personnelle. Il y a une première partie qui est consacrée à mon expérience personnelle de mes années de stage jusque là où je suis aujourd'hui. J'ai pu le raconter à l'intérieur, vous trouverez ce que j'ai pu observer. Je n'ai rien caché, je n'ai pas regardé la tête d'un patron pour dire bon, il y a ça, je vais me méfier, j'ai tout dit. Bon, on peut pas tout dire, il y a des choses peut-être que je n'ai pas pu relever, mais l'essentiel de ce que j'ai pu constater, j'ai pu le dire. Dans cet essai de 123 pages, ce chroniqueur de l'émission Les Grandes Gueules nous parle de l'idée de pluralité dans le secteur des médias qui, à ses yeux, est un progrès. Effectivement, l'idée de la pluralité est désormais une réalité. Il y a beaucoup de médias, donc les auditeurs, les téléspectateurs ne sont plus obligés de rester accrochés à un seul média. Les défis dans le secteur des médias, il en fait cas et analyse aussi quelques rapports entre les institutions et les organisations non gouvernementales sur le travail des hommes de médias en Guinée. Bas salaire, conditions de travail difficiles. Je me suis dit qu'il ne faut peut-être pas continuer à observer à cette ère. Il faut parler. Les rapports des institutions, SatView International par exemple, qui a fait le travail pour la haute autorité de la communication ou à sa demande, vous avez certains constats. La presse écrite est en train de chuter véritablement. Mais il y a de plus en plus une partie du public qui semble préférer s'informer sur les réseaux sociaux. Édité par l'Harmattan Guinée, l'ouvrage est vendu à 14 €, soit 140 000 francs guinéens. Tout autre sujet qui nous amène à l'intérieur du pays, le cours d'eau Bembeya, dans la préfecture de Beila, est en voie de disparition. Ce site qui a inspiré le nom de l'orchestre Bembeya Jazz National est un patrimoine historique à préserver, mais malheureusement aujourd'hui, il est abandonné à lui-même. Il risque de s'effacer si rien n'est fait, selon les populations de Beila. Le reportage de nos reporters André Mossi Milimono et Abakar Keke Bangora. Vous vous rappelez encore sans doute cet orchestre qui a fait danser la Guinée et le monde dans les années 60, le Bembeya Jazz National. L'orchestre a été créé ici, dans la préfecture de Beila. Il a au début porté plusieurs noms avant d'adopter le nom de ce cours d'eau, Bembeya.
Cette rivière à l'époque était un lieu mythique où les habitants d'alors effectuaient des rituels et faisaient des offrandes. Le mot Bembea tire son nom de la langue Pelé ou Guerzé. Bembe signifie liane et Ya signifie eau ou marigot ou rivière. Donc les deux associés ont donné Bembeya, c'est-à-dire la rivière où on trouve les lianes. Au moment où l'orchestre Bembeya Jazz a adopté le nom de ce cours d'eau, le groupe a depuis lors fait des exploits à travers le pays, mais aussi le monde entier. L'orchestre doit ses multiples réussites à ce cours d'eau. Selon ce sage de Beila, il confie d'ailleurs que tous les groupes artistiques et autres qui ont porté le nom de cette rivière ont fait des exploits. Il y avait le Kebendo Jazz de Gekedou et le Bembeya Jazz. C'est les deux-là qui étaient beaucoup renommés. Mais au festival national, Bembeya a été retenu. Lucene Nkrumah venait jouer aux alentours de ce site lorsqu'il était tout petit. Aujourd'hui, il regrette le visage de ce cours d'eau en état d'abandon. Il interpelle les autorités. Il peut être aménagé. On peut faire une piscine autour de laquelle on peut organiser des jeux. Et ça peut profiter à la jeunesse. Ça peut être une source de revenus pour la jeunesse. Quelques survivants de l'orchestre national Bembeya Jazz viennent encore visiter ce site. Un geste de reconnaissance selon Lucene Nkrumah. Un reportage d'André Mossi Milimono depuis Beila. Ce journal prend fin. Merci pour l'attention et l'intérêt. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Daouda Mohamed Kamara. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV.